Bonjour les amis, ici James Corbett. CorbettReport.com vient à vous à l'été 2020 et comme nous l'avons dit ici dans les profondeurs de la crise du Covid-1984 et comme je l'ai récemment rapporté sur Propaganda Watch, je pense que l'agenda Covid-1984 va vous faire passer d'un paradigme de biosécurité à un paradigme transhumaniste. Et je me rends compte qu'il y a beaucoup de nouveaux auditeurs du Corbett Report qui ne connaissent peut-être pas l'histoire de cette philosophie du transhumanisme et où les partisans du transhumanisme cherchent à emmener la race humaine. Donc, pour pallier à cette lacune dans ce domaine, je suis en train de rééditer ce vieux podcast de 2008, mais qui, à mon avis, est sinon aussi pertinent que jamais, peut-être encore plus à mesure qu'il parcourt l'histoire de cette idéologie, d'où vient la philosophie et ce à quoi elle vise. J'espère donc que vous profiterez de cette opportunité pour rafraîchir vos connaissances ou pour vous familiariser pour la première fois avec le transhumanisme plus en profondeur. Évidemment, car cela prend de plus en plus d'importance dans l'actualité au fur et à mesure que le cerveau Neuralink et d'autres choses de ce genre sont introduits au public. Je pense que c'est un sujet que nous devrons revoir et revisiter. Mais cela devrait être une bonne introduction pour les personnes qui ne font que plonger leur orteil dans cette eau. Comme toujours, les notes de la vidéo seront sur CorbettReport.com. Il suffit de suivre les liens et de profiter de ce rappel du passé. Parfois, je rêve de vivre éternellement pour ne jamais mourir, sauf si je le souhaite. En fait, je rêve que je pourrais tout savoir pour avoir une super intelligence. Et à l'ère des technologies en accélération, où nous étendons la portée cognitive de nos esprits, les périmètres de notre humanité avec ses extensions de soi, ses exosquelettes, ses échafaudages technologiques, vous savez, les ailes de nos avions et les signaux voyageant à travers nos smartphones, envoyant nos pensées électrifiées à la vitesse de la lumière à travers les océans du ciel. Nous redéfinissons et étendons ce que signifie être humain. Se concentrer sur les technologies du futur, nanotechnologie, biotechnologie, technologie de l'information, technologie cognitive, génétique et robotique. Cela nous permettra de trouver de nouvelles sources d'énergie, de créer une architecture et un transport fondamentalement nouveaux, de permettre des développements sans précédent des capacités cognitives humaines, d'affiner les intelligences artificielles et les interfaces cerveau-ordinateur, de simuler des systèmes complexes, de créer des robots humanoïdes et des cyborgs, et avec l'aide de nanorobots, nous pouvons développer des sujets manipulables, trouver des moyens de transférer sa personnalité à un porteur artificiel. Bienvenue dans l'épisode 57 du Corbett Report, le transhumanisme et vous. Qu'est-ce donc exactement que cette philosophie transhumaniste révolutionnaire qui fait transpirer les commentateurs de YouTube ? Il semble bien que ce soit utopique que de parler de mettre fin à la mort, à la maladie, à la stupidité, de mettre fin à tout ce que nous avons appris à connaître comme la condition humaine en recourant au développement technologique. Mais rassurez-vous, ce n'est pas de la science-fiction. C'est en fait un mouvement très réel et vous pouvez trouver l'Association mondiale des transhumanistes sur transhumanisme.org. Le slogan du site web est l'utilisation éthique de la technologie pour étendre les capacités humaines. Et je lis la déclaration transhumaniste que l'on peut trouver sur transhumanisme.org. La déclaration transhumaniste. 1. L'humanité sera profondément affectée par la science et la technologie à l'avenir. Nous envisageons la possibilité d'élargir le potentiel humain en surmontant le vieillissement des lacunes cognitives, la souffrance psychologique non choisie et notre confinement sur la planète Terre. Une recherche systématique doit être mise en œuvre pour comprendre ces développements à venir et leurs conséquences à long terme.
3. Les transhumanistes pensent qu'en étant généralement ouverts et en adoptant la nouvelle technologie, nous avons une meilleure chance de la tourner à notre avantage que si nous essayons de la bannir ou de l'interdire. 4. Les transhumanistes prônent le droit moral de ceux qui souhaitent ainsi utiliser la technologie pour étendre leurs capacités mentales et physiques, y compris leurs capacités reproductives, et pour améliorer leur contrôle sur leur propre vie. Nous recherchons une croissance personnelle au-delà de nos limites biologiques. 5. Dans la planification de l'avenir, il est obligatoire de prendre en compte la perspective de progrès spectaculaire dans les capacités technologiques. Ce serait tragique si les avantages potentiels ne se matérialisaient pas en raison de technophobie et d'interdictions inutiles. Mais d'autre part, ce serait également tragique si la vie intelligente s'éteignait en raison d'une catastrophe ou d'une guerre impliquant des technologies de pointe. 6. Nous devons créer des forums où les gens peuvent débattre rationnellement de ce qui doit être fait et d'un ordre social où des décisions responsables peuvent être mises en œuvre. 7. Le transhumanisme prône le bien-être de tous les sens, que ce soit dans l'intellect artificiel, humain, post-humain ou des animaux non humains, et englobe de nombreux principes de l'humanisme moderne. Le transhumanisme ne soutient aucun politicien de parti ou plateforme politique en particulier. Fin de citation. Maintenant, accorder tout cela semble tout à fait raisonnable, et il serait difficile d'argumenter sur l'un de ces points en particulier. Bien sûr, la technologie progresse à un rythme toujours plus rapide. L'accélération du changement de technologie s'accentue elle-même, et nous ne sommes pas susceptibles d'arrêter l'innovation technologique en souhaitant simplement que le monde ralentisse. Il semble donc que nous devions adopter une sorte de position philosophique sur la question du développement technologique, en particulier à l'ère de la recherche génétique, de la recherche biologique et de notre compréhension croissante de la neurologie. Bien sûr, il est toujours important de regarder d'où un mouvement philosophique tire ses racines. Alors, revenons à la personne qui a inventé le terme de transhumanisme. C'est bien sûr Julian Huxley. Vous pouvez en fait lire l'essai dans lequel Julian Huxley a inventé le terme transhumanisme à partir de sa collection dans de nouvelles bouteilles pour le vin nouveau, qui est réimprimé sur le site transhumanisme.org. Dans cet essai, Huxley écrit « La qualité des personnes et non la seule quantité est ce que nous devons viser. Par conséquent, une politique concertée est nécessaire pour empêcher le flot croissant de la population de submerger tous nos espoirs d'un monde meilleur. » Fin de citation. Maintenant, si cette rhétorique vous semble familière, cela doit signifier que vous êtes attentif, car bien sûr, c'est la même rhétorique que nous avons couverte dans les précédents épisodes du Corbett Report, dont bien sûr l'épisode 17 sur le mythe de la surpopulation. Maintenant, si le nom de Julian Huxley sonne une alarme, alors à nouveau, vous avez prêté attention et vous vous souviendrez d'un épisode précédent du Corbett Report où Julian Huxley n'était en fait pas seulement le fondateur de l'UNESCO et donc l'auteur du document fondateur de l'UNESCO intitulé « L'UNESCO, sa philosophie et son but », dans lequel il écrit sur la nécessité de faire à nouveau de l'eugénisme un idéal socialement acceptable. Mais il est aussi le président de la British Eugenics Society, petit-fils de T.H. Huxley, également connu sous le nom de Bulldog de Darwin, fondateur du World Wildlife Fund avec l'eugéniste nazi Prince Philippe, membre de la société d'euthanasie et leader de l'association de réforme du droit de l'avortement. Julian Huxley était également le frère d'Aldous Huxley, auteur de Brave New World, qui a prononcé un discours à Berkeley en 1962, dans lequel il a parlé de la technologie développée à cette époque, dans les années 60, pour contrôler les masses grâce à la chimie de leur cerveau. Mais ensuite, très brièvement, permettez-moi de parler de l'un des développements les plus récents dans le domaine de la neurologie. L'implantation d'électrodes dans le cerveau. Cela a bien sûr été fait à grande échelle chez les animaux, et dans quelques cas, cela a été fait dans des cas de personnes désespérément folles. Et quiconque a observé le comportement de rats avec des électrodes plantées dans différents centres doit sortir de cette expérience
avec les doutes les plus extraordinaires sur ce qui nous attend sur Terre si jamais cela était mis dans les mains d'un dictateur. Si j'ai vu il n'y a pas longtemps des rats du laboratoire Magoon à UCLA. Il y en avait 2 ensembles. L'un avec des électrodes implantées dans un centre de plaisir, et ces rats cette technique était qu'ils avaient une barre sur laquelle ils s'appuyaient, qui allumait un petit courant pendant un court espace de temps. Nous avions un fil relié à cette électrode et qui stimulait ce centre de plaisir, qui était évidemment absolument extatique, car ces rats appuyaient sur la barre 18 000 fois par jour. Apparemment, si vous les empêchiez d'appuyer sur la barre pendant un jour, ils appuieraient sur la barre 36 000 fois le jour suivant et continueraient jusqu'à ce qu'ils tombent complètement épuisés. Et ils ne mangeraient ni ne seraient plus intéressés par le sexe opposé et continueraient simplement d'appuyer sur cette barre. Puis, les rats les plus extraordinaires étaient ceux où l'électrode était plantée à mi-chemin entre un centre du plaisir et un centre de la douleur, et où, évidemment, le résultat était une sorte de mélange de l'extase la plus merveilleuse, tout en étant naufragé sur une épave. Et vous pouviez voir les rats regarder leur barre et dire « être ou ne pas être, telle est la question ». Et enfin, ils s'approchaient et repartaient avec ce terrible « Je veux dire, si je peux humaniser ou faire de l'anthropomorphisme, je dirais qu'ils ressentaient quelque chose de terriblement mélangé. Et ils attendaient assez longtemps avant d'appuyer à nouveau sur la barre, mais ils la pressaient toujours à nouveau. Je veux dire, c'était la chose extraordinaire. Et j'ai remarqué, dans le dernier numéro de Scientific American, il y a un article très intéressant sur les électrodes dans le cerveau des poules, où la technique est très ingénieuse. On enfonce dans leur cerveau une petite douille avec une vis dessus, et l'électrode peut alors être vissée de plus en plus profondément dans le tronc cérébral. Et vous pouvez tester à tout moment, en fonction de la profondeur, qui va en fractions de millimètres de ce que vous stimulez. Et ces créatures ne sont pas simplement stimulées par le fil, elles sont équipées d'un récepteur radio miniaturisé, pesant moins d'1 once, qui leur est attaché afin qu'ils puissent être commandés à distance. Je veux dire qu'ils peuvent courir dans la basse-cour et vous pouvez appuyer sur le bouton et cette zone particulière du cerveau à laquelle l'électrode a été vissée sera stimulée. Vous obtiendrez ce phénomène fantastique où un poulet endormi se lèvera soudainement et se précipitera, ou un poulet actif s'assiera soudainement et s'endormira, ou une poule commencera soudainement à s'asseoir comme si elle couvait un œuf, ou un coq commencera à se battre ou à entrer soudainement dans un état de dépression extrême. Le tableau d'ensemble du contrôle absolu des pulsions est terrifiant. Et dans les quelques cas où cela a été fait avec des êtres humains très malades, les effets sont évidemment très remarquables aussi. Je parlais l'été dernier en Angleterre à Grey Walter, qui est le représentant le plus éminent des techniques d'électroencéphalogramme en Angleterre. Et il me disait qu'il avait vu des détenus d'asile désespérés avec ces choses dans la tête et que ces gens souffraient d'une dépression incontrôlable. Et ils avaient fait insérer les électrodes dans quelque chose qui ressemblait manifestement au centre de plaisir de leur cerveau. Et quand ils se sentaient trop mal, ils appuyaient sur un bouton de la batterie dans leur poche, et il a dit que le résultat était fantastique. La bouche baissée se relevait soudainement, et ils se sentaient évidemment très gais et heureux. Alors, là encore, on voit les techniques les plus extraordinaires et révolutionnaires dont nous disposons maintenant.
Maintenant, il est évident qu'à l'écoute de ce clip, Aldous Huxley prend une forme de plaisir intellectuel à la perspective de contrôler les humains grâce à ces électrodes implantées dans leur cerveau. Même si l'essentiel de la conférence, au niveau de la surface, est censé être un avertissement contre ce type de technologie utilisée à des fins dictatoriales. Mais je pense qu'à tout le moins, l'implication de son frère et de nombreux membres de la famille Huxley dans la Eugenics Society démentirait l'idée que Huxley ait vraiment à cœur les meilleurs intérêts de la population en général. Mais quels que soient les Huxley et leurs fantasmes eugénistes, je ne veux certainement pas être accusé d'avoir construit un argument d'homme de paille contre le transhumanisme. Donc, dans un effort pour amener le débat philosophique transhumaniste jusqu'à nos jours, et pour donner à d'autres personnes une chance de faire valoir leur argument en faveur du transhumanisme, je voudrais me tourner vers un documentaire intitulé Building Gods. Il s'agit d'un documentaire qui apporte les commentaires de certains des principaux scientifiques impliqués dans le mouvement transhumaniste et offre certaines de leurs idées sur ce à quoi nous pouvons nous attendre dans cette fusion de la technologie et de l'humanité dans le futur. Pour être juste, le documentaire donne également un temps limité à au moins un détracteur de l'idée transhumaniste. Mais dans l'ensemble, je dirais que le documentaire tente à faire avancer l'argument transhumaniste plutôt que l'argument contre le transhumanisme. Maintenant, c'est un long documentaire que vous pouvez regarder sur Google Vidéo, mais pour avoir une idée de l'argument, j'aimerais jeter un coup d'œil à une excellente déconstruction des idées présentée dans Building Gods, présentée par ADDTV, un utilisateur de YouTube qui prend certains des clips du documentaire Building Gods et ajoute son propre commentaire. Écoutons une partie de cette vidéo que vous pouvez à nouveau trouver dans la section documentation de corbettreport.com. Pour mettre en place certaines des informations présentées dans cette vidéo, il peut être utile de noter que certains thèmes comme Artelect, qui est l'intellect artificiel, ou Terran, qui est une personne qui refuse de prendre des implants transhumanisme, ou cyborgien du futur, sont utilisés par les personnes qui font partie de ce mouvement transhumaniste. Cette vidéo contient des commentaires de personnes comme le docteur Kevin Warwick, un partisan bien connu du transhumanisme, que l'on peut trouver en ligne. Écoutons maintenant cette vidéo. Le transhumanisme est un mouvement qui prône l'utilisation des technologies émergentes pour améliorer et guider l'évolution humaine. Le mouvement lui-même, ce sont les relations publiques, sa campagne de marketing. Son travail est d'acclimater le public aux idées telles que les puces implantables. Maintenant, si vous vous souvenez, il n'y a pas si longtemps, même l'existence de micropuces implantables était une idée folle. Je veux dire que ces choses étaient inconnues. C'est le domaine de la théorie du complot. Mais jetons maintenant un coup d'œil aux scientifiques qui développent ces technologies dont les transhumanistes parlent avec tant d'amour. En 2002, l'implant que j'avais alors a été positionné dans mon système nerveux, ici. Très bien, à ce stade, nous avons accepté le fait que le docteur Warwick a lui-même posé un implant en 2002. Passons maintenant à des choses plus lourdes, comme la relation entre les machines d'intelligence artificielle et les humains. Maintenant, nous savons tous ce qui s'est passé dans le film Terminator. Comment contourner un tel problème ? Ils disent bien, peut-être pourrions-nous éviter ce problème en faisant en sorte que les êtres humains deviennent eux-mêmes des exutoires. En pratique, cela voudrait dire ajouter, vous savez, ajouter des composants à votre tête, plus de puces par-dessus les puces, ce genre de choses. Maintenant, attendez une minute. Je ne voulais même pas obtenir une micropuce implantable en premier lieu. Maintenant, nous parlons de puce cérébrale, mettre une puce dans mon cerveau réel. Vous ne pouvez pas me dire que les gens vont vraiment vouloir faire ça. Beaucoup de gens veulent se revaloriser, cela ne fait aucun doute. Et il y aura des intérêts commerciaux et des intérêts politiques qui soutiendront ces groupes. Il y a beaucoup d'argent à gagner ici, beaucoup de pouvoir. Je ne suis même pas convaincu. Mais les structures du pouvoir sont présentes dans ce monde en ce moment. Sans parler du fait de donner le pouvoir de mon cerveau à quelqu'un. Et avez-vous remarqué le mot à la mode que vous avez utilisé ? Revaloriser ? Comme si vous alliez vous améliorer en faisant cela ? Je veux dire, imaginez que vous êtes un parent et que votre voisin d'à côté commence à devenir cyborg, commence à ajouter des composants. Et puis soudainement, la personne à côté est capable d'apprendre un langage humain, comme ça, vous savez, en quelques secondes.
Et ceci, bien sûr, est le vieux truc marketing de l'appel au snobisme. Mais cette fois, votre voisin n'a pas acheté une nouvelle tondeuse autoportée. Il a juste ajouté une puce cérébrale à sa tête qui lui permet de penser d'une manière qu'il ne peut même pas imaginer. Il est devenu un cyborg super intelligent. À ce point, le transhumanisme essaie de vous convaincre du concept d'abandonner complètement l'humanité. Ils veulent que vous deveniez ce que l'on appelle un post-humain. Sinon, vous ne pourrez pas suivre le rythme de la nouvelle société. Mais je pense que lorsque les implants deviendront plus acceptables, comme ils le deviennent peu à peu, des gens tels que les humanistes qui veulent rester humains, les terranes, peut-être comme Hugo les appellerait, je ne veux pas les voir avoir finalement beaucoup de pouvoir, car à la fin de la journée, leurs capacités intellectuelles seront si inférieures aux cyborgs, ceux qui ont des implants et des améliorations, que les cyborgs seront capables de surpenser les sous-espèces qui sont encore humaines. Ah, donc les humains sont une sous-espèce maintenant. Quelqu'un peut-il voir où cela nous mène ? Vous vous souvenez peut-être d'Adolf Hitler et de son concept de l'Ubermensch ou le surhomme ? Ces types ont un complexe de Dieu sérieux. Ce sont des individus malades, mais vous êtes encore plus malade si vous choisissez de les suivre. Alors, imaginez une jeune femme. Elle vient d'accoucher. Et ensuite, elle doit prendre la décision. Va-t-elle faire modifier son bébé ? Va-t-elle transformer ce bébé en cyborg ou en artilecte efficace ? Alors disons qu'elle décide de faire ça. Donc ceci, hypothétiquement, ce grain de sable, si on prend la nanotechnologie, a été inséré dans le cerveau humain, le cerveau de ce bébé, et il s'intègre dans le cerveau. Alors ce bébé n'est plus humain. Donc cette femme a en un sens tué son bébé. Tué dans un sens, le bébé n'est plus humain. C'est effectivement un artilecte. C'est un artilecte ici déguisé. D'accord, des bombes à hydrogène. Et maintenant, tuer des bébés. C'est le genre d'expert que je devrais écouter. Voyons maintenant ce que le docteur Warwick dit de quiconque a l'audace de résister à cela. Donc l'avenir pour un humain ordinaire de tous les jours, je suppose qu'il y aura une sorte de sous-espèce, comme nous avons des vaches maintenant. Donc nous aurons des humains dans le futur. Il y aura d'autres créatures, d'autres espèces, des cyborgs, des machines qui seront les formes de vie dominantes sur Terre. Et en tant que cyborg, si un humain vient me voir et qu'il commence à faire des bruits idiots, un peu comme une vache, on ne sait pas. Si une vache vient à moi et me dit « me », je ne vais pas dire « ouais, c'est une super idée, je vais faire ce que tu me dis ». Donc ce sera avec un humain. Puis ils entreront et commenceront à faire ces bruits idiots qu'on appelle discours, et le langage humain, et ainsi de suite. Et d'autres bruits triviaux, je ne vais pas faire ces bêtises. Pourquoi le ferais-je ? Cette créature est absolument stupide en comparaison de moi. Et là, vous avez l'argumentaire de vente transhumaniste qui vous est bien sûr présenté par les experts. Et si vous ne saviez pas que le transhumanisme est juste le nouveau visage de l'eugénisme, sur lequel vous devriez vous pencher, tout ce discours sur la super-intelligence et à quel point ça va être bien d'être un cyborg est simplement un appât. Ceci est une publicité. Ne le croyez pas une seconde. Cette fois, votre cerveau est le produit. Et comment pouvez-vous mettre un prix là-dessus ? Le fait est que vous n'avez pas la possibilité de programmer le contrôle cérébral. Alors, comment savez-vous ce qu'il fait ? Le grand public n'a pas encore été mis au courant du mouvement transhumaniste, mais je soutiens que le marketing de masse de ce mouvement aura lieu dans un proche avenir. Considérez cette vidéo comme un avertissement. Les transhumanistes poussent également le concept de téléchargement de la conscience dans un ordinateur. Cela fait du concept du film Matrix une réalité. Je ne vais même pas essayer d'expliquer les raisons pour lesquelles c'est une mauvaise idée. Écoutons simplement ce que le docteur Warwick dit à ce sujet. Ensuite, si une machine transmet des signaux qui vous rendent complètement heureux, alors pourquoi ne pas faire partie de la matrice ? Je pense vraiment que Neo, dans la matrice, essayant de détruire des choses, c'est un peu un rabat-joie. Et la vie pour les humains dans une matrice pourrait être vraiment cool. Maintenant, je pense que ce commentateur donne une assez bonne explication de la raison exacte pour laquelle ces idéaux transhumanistes n'ont qu'à être égratignés à la surface pour révéler des implications très troublantes en dessous.
Il est important de noter que ce débat se déroule dans les cercles scientifiques et c'est plutôt animé ces jours-ci, avec des histoires vraiment incroyables qui sortent des deux côtés du débat. Certains aperçus de ce débat pourraient être tirés d'articles tels que « L'espèce humaine peut se diviser en deux » de BBC News qui déclare, je cite, l'humanité pourrait se diviser en deux sous-espèces dans 100 000 ans, comme l'a prédit H.G. Wells, a déclaré un expert. Le théoricien de l'évolution Oliver Curry de la London School of Economics s'attend à ce qu'une classe supérieure génétique et une classe inférieure d'esprit émergent. La race humaine atteindrait son apogée en l'an 3000, a-t-il déclaré, avant un déclin dû à la dépendance à la technologie. Les gens deviendraient plus sélectifs quant à leurs partenaires sexuels, ce qui obligerait l'humanité à se diviser en sous-espèces, a-t-il ajouté. Les descendants de la classe supérieure génétique seraient grands, minces, sains, attrayants, intelligents et créatifs, et loin des humains de la classe inférieure qui auraient évolué pour devenir des créatures de type gobelins, accroupis, laides et sombres. Fin de citation. Encore une fois, cela ne vient pas d'un auteur de science-fiction, cela vient d'un théoricien de l'évolution de la London School of Economics. Et en fait, ce débat en particulier a suscité un intérêt particulier dans les cercles génétiques ces derniers temps, avec d'éminents généticiens de Princeton, comme Lee Silver, faisant des prédictions très similaires sur la division de la race humaine en deux, à savoir les riches, qui peuvent se permettre d'obtenir les améliorations et des bébés sur mesure, et les gens pauvres qui, bien sûr, ne pourront pas participer à ce processus évolutif transhumaniste, et donc seront laissés loin derrière. Maintenant, Lee Silver semble penser que l'idée de diviser l'humanité en deux espèces est une excellente idée, les espèces inférieures étant les travailleurs naturels et les fournisseurs de services mal payés ou les ouvriers pour la société. Mais il y en a d'autres qui ne sont pas d'accord avec lui. Et pour un peu de ce débat, vous pourriez aller au Center of Genetics and Society sur geneticandsociety.org et regarder un article intitulé « Le nouvel eugénisme, l'affaire contre les humains génétiquement modifiés » du 30 novembre 1999. Maintenant, tout cela semble très philosophique, et peut-être un débat qui pourrait avoir lieu à loisir à un moment donné dans le futur, mais ce n'est vraiment pas le cas. En fait, ce débat s'immisce beaucoup dans nos espaces les plus privés et dans nos vies personnelles, d'une manière qui ne peut être ignorée. L'un des exemples les plus évidents de la fusion de la technologie avec l'humain est l'examen de la micropuce implantable. Un bon point de départ pour interroger cette idée de la fusion de la technologie et de l'humanité dans un sens très physique est de jeter un œil à une histoire comme celle-ci de newsmax.com du 21 août 2006 intitulée « Puces implantées dans nos troupes ». Cet article dit en partie, je cite, « Une entreprise de Floride veut se mettre sous la peau de 1,4 million de militaires américains. Verasip Corp, basée à Delray Beach en Floride, est décrite par l'examinateur d'ici comme l'un des spécialistes du marketing les plus agressifs de puces d'identification par radiofréquence, espère convaincre le Pentagone de lui permettre d'insérer les puces connues sous le nom de RFID, puces d'identification par radiofréquence, sous la peau des bras droits des militaires américains pour leur permettre, en scannant le bras, d'obtenir l'identité et les antécédents médicaux de cette personne. Les puces remplaceraient les légendaires plaques d'identité en métal portées par le personnel militaire américain depuis 1906. Le composant est généralement implanté au-dessus de la zone du triceps du bras droit d'un individu, mais peut également être implanté dans une main s'il est scanné à la fréquence appropriée. Le VeriChip répond avec un numéro unique à 16 chiffres qui peut mettre en corrélation l'utilisateur avec des informations stockées sur une base de données pour la vérification d'identité, l'accès aux dossiers médicaux et d'autres utilisations. La procédure d'insertion est réalisée sous anesthésie locale et une fois insérée, elle est invisible à l'œil nu. Fin de citation. Encore une fois, il est important de noter que cette technologie n'est pas théorique, elle est très présente, et en fait, on en parlait même en 2005. Les fédéraux financent une surveillance scolaire controversée. Des centaines de districts scolaires en disposent, mais maintenant, elle va aller vers ce que l'on appelait ici des formes non coopératives, scanners du visage et puces de suivi.
Vous voyez? Et voici un brevet déposé pour TiVo, un enregistreur vidéo RFID basé sur une puce implantée. Et d'où cela vient-il? Semaine d'information, publication de l'industrie. Et il est dit que vous aurez une puce implantée, c'est en fait dans l'article. Et ensuite, on vous implante une puce et oh, c'est votre TiVo personnel, il sait ce que vous voulez. Je me souviens que j'avais l'habitude de dire aux gens que leurs décodeurs de câbles scientifiques de l'Atlantique, ils ont un microphone. Et je suis le premier à qui les ingénieurs de câbles distributeurs locaux l'ont dit. C'est utilisé par le gouvernement pour vous écouter. Donc je ne veux pas recevoir un mail méchant d'un petit distributeur de câbles, un employé qui me dirait « Tu dis n'importe quoi, je travaille là-bas, nous sommes bons. » Tu réponds au téléphone « Tu es compartimenté, je n'ai pas dit que tu étais mauvais, l'ingénieur m'a dit que c'était pas mal. » Il y a 5 ans. Mais le TiVo est un système d'enregistrement DVR séparé, comme beaucoup d'entre vous le savent, qui enregistre ce que vous voulez. Très bien. Rappelez-vous, il disait, nous avons les statistiques, 2,4 millions de personnes ont revu et revisionné l'incident des seins de Janet Jackson. Et puis le Chicago Tribune a dit, une personne normale a dit, comment savez-vous qu'ils ont fait ça? Eh bien, nous suivons tout ce que vous faites et nous construisons des algorithmes psychologiques et nous vendons les données. Le Chicago Tribune a dit, oh, vraiment vous le faites, hein? Nous le savions déjà, non parce que je suis un génie, mais parce que c'est dans les publications industrielles. Il est écrit ici, vous allez avoir une puce implantée dans votre corps, et si vous voulez avoir le nouveau modèle de ceci dans quelques années, il vous suffira d'avoir une puce. Communiqué de presse de la semaine d'information de TiVo, la puce dans le corps pour regarder la télévision. J'en ai marre de ça. Nous ne sommes pas des radicaux dans cette émission. Andy Rooney se lève à la télé et dit « Je ferais mieux de prendre une puce pour prouver que je suis bon ». Ce déchet de Sean Hannity se lève et le dit. Et le type que vous venez de voir tout à l'heure, là, Pat Robertson, « Oh, je pense que je suis une puce implantable. » D'accord. Oh, dans une émission précédente, « Oh, je pense que tout va bien. » Vous savez, j'en ai juste marre. J'en ai une autre ici, où à l'avenir, si vous voulez aller à l'hôpital, vous devez avoir une puce. Et ils disent déjà qu'ils donneront aux gens de meilleurs lits et des réductions s'ils prennent une puce. Oh, vous n'avez pas d'argent pour aller à l'hôpital? Nous avons une subvention fédérale à moitié prix pour cette opération. Prenez juste une puce. Pourquoi? Pourquoi prendre une puce? Pourquoi? Pourquoi tout ce qui peut motiver, tout ce qui peut émerveiller, nos enfants? Les enfants? C'est déjà arrivé. Le premier département a dit qu'il le ferait. On savait qu'il le ferait. Maintenant, ils l'ont fait. Et ils financent cela. Ils ont dit qu'ils allaient utiliser des modes pour le vendre. Et déjà, tes parents ne veulent pas que tu l'aies? Ils ne sont pas cool. Tu es cool. Je n'ai pas qu'une seule puce. J'en ai des dizaines. Tout ce que je fais est traqué. Je suis anti-establishment. Ma maman et mon papa, ces chrétiens idiots, ils n'en voulaient pas. Ou ces stupides parents libéraux à moi, ils pensent que c'est Big Brother. Je leur montrerai. J'ai le nouveau cerveau Igron 7, un analyseur stimuleur sciatique connecté. Je suis allé le chercher et la nouvelle loi dit que je suis autorisé à le faire à 5 ans. Vous ne pouvez pas m'empêcher d'avoir la technologie. J'ai eu des professeurs de haut niveau à ce sujet. Oui, nous allons vous forcer à avoir votre puce cérébrale bientôt, Alex. Nous méritons l'avenir. Vous ne pouvez pas nous retenir. Franchement, c'est la 4e dimension. La 4e dimension. Encore une fois, vous ne pouvez pas inventer ce truc. Et Alex Jones a tapé dans le mille en jetant un coup d'œil à cette histoire d'informationweek.com. Encore une fois, vous pouvez trouver le lien sur corbettreport.com. Mais il est vrai qu'en 2005 déjà, TiVo déposait un brevet pour une technologie RFID qui pourrait se lire ainsi. Je cite. Reconnaître les préférences du spectateur grâce à une puce RFID intégrée dans les vêtements, les bijoux ou insérée quelque part dans le corps de l'utilisateur. Encore une fois, la raison pour laquelle vous auriez besoin d'une puce insérée dans votre corps simplement pour regarder la télévision est une autre question. Mais le fait même qu'il suggère cela doit signifier quelque chose. Alex Jones a également tapé dans le mille lorsqu'il a parlé de la façon dont cette technologie serait progressivement introduite dans la société. D'abord en la commercialisant auprès de jeunes et naïfs et rebelles, comme un signe de rébellion contre les structures de la société. Un aperçu de la manière dont ce type de technologie pourrait être introduit dans la société est donné dans un excellent article du Toronto Star du 10 décembre 2006, intitulé « Une génération et tout ce dont ils ont besoin ». Je cite.
Les employeurs commenceront à attendre des implants comme condition pour obtenir un emploi. L'armée américaine ouvrira la voie en exigeant des puces pour tous les soldats comme moyen d'améliorer le commandement et le contrôle du champ de bataille et d'identifier les restes humains. Des cuisiniers au commando, chacun des plus d'1 million de militaires américains verront des micropuces remplacer leurs plaques d'identité. Le secteur massif de la sécurité suivra rapidement. Les agents de sécurité, les policiers et les agents des services pénitentiaires devront tous avoir une puce. Les personnes ayant des emplois sensibles se retrouveront dans la même situation. Les premiers signes de cette étape sont déjà apparents. En 2004, le bureau du procureur général mexicain a commencé à implanter des employés pour restreindre l'accès aux zones sécurisées. La catégorie de métiers sensibles sera coûteuse au point que toute personne ayant un emploi qui nécessite des clés, un mot de passe, un code de sécurité ou un badge d'identification les fera remplacer par une puce. Les juges instruisant des affaires sur la constitutionnalité de ces mesures concluront que les politiques de puces sont dans les limites légales. Le mince vernis de caractère volontaire codant pour bon nombre de ces programmes permettra à la magistrature de maintenir que les individus ne sont pas contraints d'utiliser la technologie. Dans les situations où les puces seront clairement imposées à des personnes, les jugements les considéreront comme des violations indéniables du droit à la vie privée. Cependant, ils invoqueront la norme nébuleuse et historiquement changeante du caractère raisonnable pour prononcer le découpage forcé comme une atteinte raisonnable au droit à la vie privée dans un contexte de demande d'efficacité gouvernementale et le besoin pressant de renforcer la sécurité à la lumière des guerres contre le terrorisme, la drogue et le crime. À ce stade, une tragédie malheureusement courante de la vie moderne se produira. Un petit enfant, probablement photogénique, enfant en bas âge, sera assassiné ou horriblement maltraité. Cela se produira dans l'une des capitales médiatiques du monde occidental, assurant ainsi une couverture sans interruption jusqu'à bout de souffle. Les fabricants de puces reconnaîtront que c'est l'opportunité qu'ils anticipent depuis des années. Avec leur technologie désormais largement sans bug, familière à la plupart des citoyens et relativement peu coûteuse, les fabricants s'associeront à la police pour lancer une campagne de haut niveau encourageant les parents à implanter leurs enfants pour assurer leur propre tranquillité d'esprit. Des offres spéciales seront proposées, un plan gratuit, fournissant les registres de famille pour les services de surveillance. Les parents aimants, mais déconcertés, seront rassurés par la capacité à intégrer le balisage avec d'autres fonctions sur leur PDA, afin qu'ils puissent voir leur enfant à tout moment, de n'importe quel endroit. Parallèlement à ces développements, des initiatives utiliseront la logique de la commodité pour inciter le groupe de plus en plus restreint de récalcitrants à adopter la pratique désormais courante d'être pucés. Dans un premier temps, un tel marquage de commodité sera réservé au plus haut échelon de la société occidentale, permettant à l'élite de se déplacer librement dans les couloirs physiques et informationnels du pouvoir. De telles pratiques se répandront plus largement à mesure que les avantages de la puce deviendront plus communs. Les individus pucés, par exemple, pourront passer plus rapidement à la douane. En effet, l'utilisation des systèmes de transport en commun sera à terme conditionnée par le fait que les fonctionnaires soient autorisés à surveiller votre puce. Les entreprises offriront des réductions aux personnes qui paient en utilisant des fonds stockés sur leur puce intégrée, à la condition que le commerçant puisse accéder à une grande partie de ses données personnelles. Ces remises sont en fait des systèmes de tarification punitifs, facturant davantage les personnes non pucées afin de les encourager à se soumettre à surveillance. Les entreprises chercheront les données personnelles dans l'espoir de produire des profils de consommateurs toujours plus fins à des fins de marketing et de les vendre à d'autres institutions. Fin de citation. Maintenant, cet article long et détaillé donne une très bonne idée des étapes exactes qui seront utilisées pour introduire ce type de technologie dans la société et en faire la norme acceptée. En effet, il est important de souligner que l'idée de la norme sociale, la conformité aux normes sociétales, fera partie intégrante de ce processus. En rendant impératif l'intégration de cette puce dans la société, les personnes à l'origine de ce programme auront obtenu la conformité d'un grand pourcentage de la population. Des gens qui ont trop peur de dénoncer des choses qu'ils savent être mauvaises si tout le monde les fait. En prenant du recul, l'idée de la puce implantable n'est qu'une petite facette de l'agenda transhumain plus large. Mais elle est sans aucun doute importante, et elle est là, maintenant.
D'autres extensions logiques de ce type de technologie et la poursuite de l'agenda transhumain incluent bien sûr la puce cérébrale. Il ne s'agit pas non plus de science-fiction, mais d'un projet développé par DARPA, une branche du ministère américain de la Défense, sur laquelle je pense qu'il est dans l'intérêt de mes auditeurs d'enquêter davantage. Des documents à ce sujet peuvent être obtenus dans la section documentation de l'épisode d'aujourd'hui. Mais d'autres facettes de cet agenda peuvent également s'appuyer simplement sur la chimie du cerveau comme moyen d'améliorer l'expérience humaine. Et un autre aspect troublant de cela vient de l'article du Daily Mail du 19 septembre 2008, titré « Les écoliers pourraient recevoir des médicaments intelligents dans le but de stimuler la puissance intellectuelle ». Je ne lirai pas cet article pour le moment, mais si vous voulez écouter une excellente description de cet article, je vous suggère d'aller sur cuttingthroughthematrix.com et de consulter l'édition du 22 septembre 2008 de Cutting Through the Matrix du Republic Broadcasting Network. Cette émission est animée par Alan Watt, un chercheur qui a déjà participé au Corbett Report. Il se trouve qu'après cette histoire même, dans laquelle Alan Watt commence à entrer dans certains aspects du transhumanisme, j'ai été le premier interlocuteur à qui il a parlé dans cet épisode de couper la matrice. Et j'ai eu l'occasion de lui poser des questions sur l'agenda transhumaniste et ce qui peut être fait sur la direction dans laquelle la société se dirige. Oui, dans votre programme, vous avez promu l'idée que l'agenda de l'élite pour l'humanité se déploie et que nous ne pouvons pas espérer arrêter cet agenda, seulement changer son cours. Et je pense que le transhumanisme en est un exemple, car comme nous le savons, on ne peut pas remettre le génie de la recherche scientifique dans la bouteille. Les scientifiques vont continuer à travailler sur leur puce cérébrale et tout le reste. Quelle est donc votre idée pour faire dérailler ou changer le cours de ce programme transhumaniste? Y a-t-il un moyen de réorienter ce mouvement ou de le faire dévier de sa trajectoire? Ce qu'ils visent en premier lieu, ce sont les esprits des enfants en herbe, qui regardent tous les films de science-fiction qui sont diffusés, même les dessins animés. Ils sont accros à ces films. Chaque héros a des implants spéciaux qui leur donnent des capacités particulières, et ils croient vraiment qu'on leur donnera cela un jour. Ils sont donc pour, et nous devons vraiment... C'est la communication entre les parents et les adultes et les enfants qui a été coupée. Et c'est la seule façon de faire tomber cette situation. Si les enfants connaissent une partie de leur histoire, une partie de l'histoire de ce qui a été fait au grand public au cours des siècles, et aussi la mentalité de l'élite, et ce qui s'est passé, et les sales coups qu'ils ont faits à leur propre population au cours des siècles, il faut aussi les éduquer sur les vraies raisons pour lesquelles ces grandes entreprises travaillent dans des directions particulières. Comprendre que toute la recherche et le développement sont gérés par des subventions. Elles ne choisissent pas la direction qu'elles veulent prendre. Les grandes fondations qui les financent leur disent où faire la recherche. Et quand vous voyez le schéma de financement, le financement direct vers des programmes spécifiques, alors vous savez que c'est l'avenir qui a été conçu pour être mis au monde par de grandes fondations, de grands groupes de réflexion, des gens très riches, des familles très anciennes. Ce sont eux qui dirigent toute la recherche et le développement. Cela continue aujourd'hui. Vous ne pouvez pas vous lancer dans la recherche et le développement sans recevoir des millions de dollars pour vous soutenir. Des millions de dollars et des portes ouvertes pour vous aussi, pour vous permettre de poursuivre cette recherche. C'est pourquoi cela devrait être un signal d'alarme dès maintenant. L'élite a toujours eu le seul problème de savoir comment elle contrôle un public performant. Et c'est là que tout converge vers la conférence de Loyola il y a quelques années. À l'université de Loyola, l'organisation scientifique mondiale, qui était dirigée par Newt Gingrich, s'est ouverte. Ils ont parlé de la puce cérébrale, et de là, en fait, c'est un scientifique du Japon qui a prononcé le discours principal. Et il a dit, « Ce nouveau monde que nous introduisons, des gens à travers la planète seront tous connectés à des ordinateurs décentralisés. Ils les programmeront. » Il a dit que vous n'aurez plus de calme dans votre tête. Vous entendrez les chuchotements de commandes envoyés à ceux qui vous entourent et de ces personnes vers l'ordinateur central. Et il a dit que personne ne sera plus capable de se considérer comme un individu distinct et séparé.
Il a dit « Pensez plutôt comme une ruche ». C'est le terme qu'il a utilisé. C'est le monde qu'ils vont instaurer, mais ils veulent aussi instaurer de nouveaux types de modèles idéaux, efficaces et adaptés à l'objectif visé. L'autre sens de l'idée, c'est la création idéale, de sorte qu'ils auront des êtres humains idéalement conçus pour des tâches spécifiques, exactement comme Platon l'a dit il y a environ 2300 ans. Pour ma conversation complète avec Alan Watt, veuillez vous rendre sur corbettreport.com et vous la trouverez sous l'onglet « Interview ». Alan Watt a soulevé plusieurs points importants dans cette réponse à ma question. Mais si je peux résumer sa réponse, c'est que la clé est d'informer les autres de l'agenda plus large derrière la philosophie transhumaniste. Bien sûr, ces technologies ne viennent pas de nulle part. Elles sont financées par de grandes organisations dans un but très précis. Et nous voulons attirer l'attention de ceux qui sont réceptifs à cette philosophie sur ces grandes organisations. Une fois de plus, nous revenons à la philosophie fondamentale de l'eugénisme, qui explique ce que l'agenda transhumain concerne vraiment. Pour une autre excellente dissection de l'eugénisme et de son lien avec le transhumanisme, je vais mettre un lien vers un excellent article de Daniel Taylor de oldthinkernews.com, d'août de l'année dernière, dans la section « Documentation de l'épisode d'aujourd'hui ». Je vous suggère de consulter cet article, ainsi que d'autres articles sur l'eugénisme de oldthinkernews.com et de rechercher de futurs articles à ce sujet sur ce site web à l'avenir. Bien sûr, la technologie est une épée à double tranchant et promet d'incroyables merveilles qui nous semblent être de la fantaisie et de la science-fiction en ce moment. Mais il est également important de garder à l'esprit que la technologie filtre toujours à partir de tout en haut. Les élites qui contrôlent l'argent, qui contrôlent les subventions, qui contrôlent le développement des nouvelles technologies. Et les nouvelles technologies, bien sûr, sont toujours développées d'abord pour les applications militaires. Et l'armée obtient toujours les premières informations sur la technologie disponible à ce moment-là. Nous n'avons aucun moyen de savoir quelles technologies sont ici, en ce moment, en cours de développement et de mise en œuvre par le ministère de la Défense et d'autres. Mais nous savons que cette technologie sera utilisée dans la guerre pour la domination du secteur complet qui a été déclaré par le Pentagone. Et nous savons que cette guerre est une guerre contre nous tous. Le monde post-humain pourrait si facilement être un monde de dictateurs contrôlant les masses par le biais de la technologie. C'est cette vision de la société contre laquelle nous devons travailler. Non pas la technologie en elle-même, mais les structures sociétales mêmes qui permettront à une telle société de voir le jour. Là encore, l'information est la clé. Informez-vous et informez les autres.